Elle attaque la course en 3e position et elle vise au moins la 2e. Avant les candidatures Bayrou et Villepin, Marine Le Pen était encore créditée il y a 2 semaines de près de 20% d'intention de vote à la présidentielle, plus que les 17% qui ont amené son père au second tour en 2002. Est-elle gênée aujourd'hui par la concurrence d'autres candidats anti-système ou bien reprend-elle un peu son souffle avant une nouvelle ascension? L'électorat populaire lui tend l'oreille, tout comme ceux qui n'ont plus confiance dans les institutions européennes pour nous sortir de la crise, ceux qu'on appelle parfois les invisibles. Mais Marine Le Pen, qu'a-t-elle à proposer en fait? Elle est l'invitée de ces politiques. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors dans les images qu'on a vues, vous l'avez séché, hein, Mélenchon. Vous lui avez dit, j'aime pas être traité de fasciste. Elle est restée un peu rond de flanc. Si vous n'aimez pas être traité de fasciste, comment vous vous définissez? Je suis une patriote. Je suis la présidente d'un mouvement politique et une candidate à la présidentielle qui propose un projet national. Alors que l'ensemble de la classe politique, depuis déjà de nombreuses années, a fait le choix d'une Union européenne de plus en plus fédéraliste, a fait le choix du mondialisme, de l'effacement de la nation et de ses protections naturelles, eh bien moi je plaide pour les protections naturelles qui sont consubstantielles à la nation. Vous n'avez pas du tout prononcé le mot droite. Êtes-vous de droite, Marine Le Pen? Non, je suis ni de droite ni de gauche, parce que la droite et la gauche, en réalité, mènent exactement la même politique. Quand je parle de l'UMPS, ça n'est pas seulement un slogan, c'est une réalité sur le terrain. C'est une réalité au Parlement européen, c'est une réalité dans les régions, c'est une réalité à l'Assemblée nationale. Sur tous les grands sujets, entendez-moi, qui vont demain déterminer l'avenir de la nation, ils sont d'accord. Ils sont d'accord pour l'euro, ils sont d'accord pour l'Europe. Donc, si vous voulez, je ne vois pas de différence, en l'occurrence, entre la droite et la gauche. Aujourd'hui, telles qu'elles sont, en tout cas, c'est votre diagnostic. Mais historiquement, la droite, la gauche, ça renvoie à des choses. Au début du Front National, puisque vous avez un jour dit « j'en assume tout le passé », on disait « on est la droite, on est la vraie droite ». Oui, mais entre-temps, c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est que si à un moment donné de l'histoire du Front National, il y a pu y avoir une différence de degré avec le RPR de l'époque, il y a eu depuis un immense bouleversement qu'il serait, à mon avis, absurde de nier. C'est le bouleversement du mondialisme. C'est la montée de cette idéologie qui vise en réalité au libre-échange total, à la disparition de tout obstacle au commerce, à l'effacement des traditions, des identités, des frontières, au bénéfice de cette fameuse main invisible du marché. Or, si vous voulez, maintenant, vous voyez bien qu'il n'y a plus une différence de degré, il y a une différence de nature. Et qu'en réalité, se sont rapprochés dans ce mondialisme la droite et la gauche qui partagent cette idéologie. Alors, avec eux, quelques degrés de différence entre eux. Il y a les super européens et les hyper européens. Il y a les ultra défenseurs de l'euro et il y a ceux qui les veulent la démondialisation. Il y a ceux qui veulent la démondialisation, même à gauche. Ah, oui, donc mais vous ça, dites que vous êtes dans le même, ça, c'est quand la même même assez nouveau. pensée, en quelque sorte, si vous me permettez de la qualifier, de repli sur la nation, en se protégeant du reste du monde. Oui, mais je crois qu'encore une fois, mettre la France à l'abri de la crise, mettre la France à l'abri des excès de la mondialisation dérégulée, ça me paraît être le bon sens. Et je vois bien certaines personnalités de gauche qui se sont rendues compte que ça ne pouvait pas durer. Alors, ils ne vont pas jusqu'au bout de leur logique. On voit bien M. Mélenchon, M. Montebourg, ils commencent à contester le constat de la mondialisation, constat que nous dénonçons depuis de très nombreuses années. Mais ils ne vont pas au bout de leur logique parce qu'ils restent au fondement des internationalistes. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à expliciter, même si je pense qu'au fond d'eux, ils le ressentent, qu'en réalité, la structure nationale est vraiment la seule qui peut réarmer notre pays face à la mondialisation. Que l'État stratège est le seul qui puisse, par l'intermédiaire d'un protectionnisme économique, d'une priorité donnée à nos entreprises, faire jouer à jeu égal, si vous voulez, avec cette mondialisation dérégulée. La nation pour nous armer, mais aussi pour nous isoler. C'est exactement ce que vous venez de dire. Pourquoi nous isoler? Est-ce que ce n'est pas ce que vous venez de dire? Non, non, pas du tout. Je ne crois pas du tout à l'isolement, moi. Moi, je crois que la liberté n'est pas l'isolement. Je demande à ce qu'on retrouve les leviers de notre liberté, de notre souveraineté. Moi, je pense qu'il n'y a que le peuple français qui a raison. Et que la souveraineté vient du peuple français. Je veux donc lui rendre sa liberté de décider. La liberté n'est pas l'isolement. La Chine est, encore
encore vous une dites fois... la fermeture n'est pas l'isolement. Mais non, mais pourquoi la fermeture? Mais vous l'avez dit, la protection. Mais non, protéger mais la protéger. Vous savez, c'est comme les frontières, c'est comme une fenêtre. Vous avez des fenêtres chez vous. Les Français ont des fenêtres chez eux. Un coup, ils les ouvrent en grand quand ils ont trop chaud à l'intérieur. Un coup, ils les mettent à l'espagnolette. Un coup, ils les ferment. C'est eux qui décident de ce qui est utile de faire avec leurs fenêtres. Eh bien, les frontières, c'est la même chose. Moi, je veux que le peuple français puisse décider en fonction de son intérêt que, eh bien, pour tel produit, il y aura tel quota, que pour tel produit, il y aura des droits de douane, que nous allons maîtriser en fonction de l'intérêt économique qui est le nôtre, ce que nous laissons entrer, à quel prix nous le laissons entrer, pour éviter cette concurrence internationale déloyale qui a quand même coûté à la France 500 000 emplois industriels dans les 5 dernières années. Alors on va en parler, parce qu'on va avoir tout un moment, notamment sur la réindustrialisation de la France que vous souhaitez. Mais bon, quelques questions personnelles quand même. Je sais que vous détestez, quand vous parle de votre père, bon, je ne vais pas insister trop longtemps, mais tout de même, vous êtes un peu, comment dire, une dynastie. On croyait que c'était réservé aux États-Unis, les Kennedy, les Bush. Là, c'est assez unique quand même en France. Quelqu'un qui a fondé un parti, sa fille est le prochain président. Comment vous vivez ça? Oui, enfin, c'est pas si unique que ça. Je veux dire vous avez d'autres exemples? Bah, excusez-moi, Madame Aubry, enfin bon, il y en a quand même un certain nombre d'autres. Des responsables politiques dont les parents faisaient de la politique et étaient eux-mêmes élus, il y en a toute une série. Madame Bachelot, et j'en passe et des meilleurs, Madame Kosciusko-Morizet, etc., etc. Il y en a tout de même un certain nombre. Alors, il y en a peut-être moins que chez les journalistes, ça je vous l'accorde, mais c'est vrai qu'il y en a tout de même un certain nombre. C'est pas que je supporte pas qu'on me parle de mon père. J'en parle d'ailleurs dès que j'en ai la possibilité. Et j'exprime l'admiration que j'ai pour le parcours qui est le sien. Mais je crois que, si vous voulez, il y a une tendance un peu blessante à vouloir en permanence me limiter en quelque sorte au fait que je suis sa fille. Je pense que les Français me voient tel que je suis, avec la personnalité qui est la mienne. Ils voient bien que nous n'avons pas la même personnalité, parce que nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas le même parcours, nous n'avons pas les mêmes références. Et je pense qu'aujourd'hui, Marine a fait sa place à côté, le prénom a fait sa place à côté du nom. Ah, il y a beaucoup de commentaires sur la différence ou les ressemblances entre lui et vous. Bon, moi, j'aurais vous poser la question à vous. Qu'est-ce que vous avez changé au Front National? Bah, c'est-à-dire que j'ai adapté le Front National, mais ce qui est tout à fait normal, ce que François le fait depuis déjà un certain nombre d'années, à la situation actuelle. Il est évident que si j'étais arrivé aujourd'hui en défendant les problématiques qui étaient les problématiques essentielles il y a 25 ans, sans tenir compte de l'évolution politique, économique de la France, on me regarderait. Sauf que la France avec des grands yeux. C'est un des tout premiers slogans du Front National dès les années 70. Mais oui, parce que je crois qu'il y avait quand même véritablement un aspect visionnaire dans les éléments que le Front National a posés dans le débat politique français. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la priorité nationale, qui est le fait d'accorder une priorité à ceux qui ont la nationalité française par rapport à ceux qui n'ont pas la nationalité française, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement, etc., est une idée qui commence à faire son chemin. Regardez, on ne cesse de parler aujourd'hui du produisons français. Donc ce patriotisme, oui, mais voyez, justement, ça ce patriotisme économique, je pense qu'on a été visionnaire sur ces sujets-là. Il y a d'autres pays qui les appliquent d'ailleurs. On vous pique un peu vos idées, là, ça vous énerve? Non, non, ça m'énerve pas. Non, je regarde ça avec le sourire parce que je m'aperçois que ce sont autant de victoires idéologiques. C'est que, somme toute, on ne cesse de me critiquer, mais que tous les partis politiques semblent être lourdement en panne d'imagination. Et quand on est en panne d'imagination, ben, on se tourne vers Marine Le Pen et le Front National en disant mais qu'est-ce qu'on pourrait dire que Marine Le Pen a pu expliciter dans les dernières semaines. Ça a été vrai sur le fondamentalisme islamique, sur la laïcité, c'est vrai sur l'euro, c'est vrai sur la crise de la zone euro, c'est vrai sur l'État stratège, sur la nécessité d'un État fort. Aujourd'hui, c'est vrai sur le patriotisme économique que je défends depuis de très très nombreux mois, souvent d'ailleurs sous les regards de mépris. Bah écoutez, je viens de convaincre l'ensemble de la classe politique française. Ça prouve que ce que je dis est donc bien cohérent, lucide, efficace, performant. Ce que je ne voudrais pas, en revanche, permettez-moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'ils disent la même chose que moi pour m'empêcher de le faire. Ça m'ennuierait. Par exemple, quand, je sais pas, la droite populaire communique dans Minutes.
qui est une partie de l'UMP, oui, il y a une ça vous énerve? Oui, mais je crois que la droite populaire, personne n'est dupe. Enfin, je veux dire, de ce slogan publicitaire, ils le disent eux-mêmes, ils sont là pour tenter de sauver Nicolas Sarkozy à tout prix et pour tenter de récupérer les électeurs qui se sont détournés de Nicolas Sarkozy. Ça va marcher? Je crois pas. Ils vont siphonner vos voix? Non, je crois pas. Je crois pas, honnêtement. Ils prennent un peu les Français pour des enfants. Je veux dire, ils pensent qu'il suffit de les payer de mots. Les Français, eux, ils ont vu ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Surtout, ils ont vu ce qu'il n'a pas fait. Et je suis pas sûre qu'ils soient prêts à se faire avoir une deuxième fois, comme ça a été le cas en 2007, où ils ont cru, c'est vrai, à toutes les belles promesses du président de la République, et sur l'immigration, sur la sécurité, sur le patriotisme économique, sur la protection aux frontières. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, il avait fait exactement l'inverse. Alors Marine Le Pen, on aurait pu ajouter samedi, là qui n'est pas dans ce sujet. Samedi, il y a eu ces grèves d'Air France. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, ce que vous pensez des syndicats qui appellent à la grève, en général d'ailleurs. Écoutez, moi je suis pour le droit de grève. Je pense que c'est une liberté, c'est incontestable, mais je crois qu'il y a un très gros problème avec les syndicats actuellement, parce qu'en réalité les syndicats ne sont pas... nous n'avons pas la possibilité d'avoir des syndicats libres en France, si vous voulez. Et du coup, ils représentent une proportion qui est dérisoire du nombre de salariés, et il faut donc ouvrir le syndicalisme à des syndicats qui soient totalement libres. Quant à l'appel à la grève, spécifiquement, les week-ends de départ en vacances, je trouve ça objectivement scandaleux. Je pense qu'il devrait y avoir tout de même, ne serait-ce qu'à cause du trouble à l'ordre public que représentent ces blocages des transports pendant les grands week-ends de déplacement des Français, pendant les grandes vacances, si vous voulez, des départs et les retours de vacances. Il devrait quand même y avoir, puisqu'il n'y a pas de responsabilité, d'État responsable de la part des syndicats, il faudrait quand même qu'il y ait une limitation. Il n'est plus supportable de prendre la population. Vous êtes pour le droit de grève, avez-vous dit, mais très encadré? Non, pas très encadré. Il a le droit, encore une fois, il y a le droit de faire la grève. Il n'y a pas le droit de bloquer un pays et de faire payer aux populations qui sont les plus faibles et aux classes moyennes qui ont des difficultés financières qui sont considérables, des perturbations qui honnêtement ne se justifient pas. S'il y a des revendications pour obtenir des revalorisations des salaires, pourquoi juste le week-end de départ des vacances de Noël? Elles devaient exister, j'imagine, il y a 3 semaines ou il y a 1 mois, ces revendications. Donc cette manière de prendre systématiquement en otage la population m'apparaît aujourd'hui de moins en moins supportable. Et avec un nouveau syndicat, parce que vous appelez à de nouveaux syndicats, vous pensez par exemple qu'il pourrait y avoir des syndicats tendance FN? Pourquoi pas? Et ils pourraient, vous êtes absolument sûr qu'ils éviteront les grèves pendant les vacances? Oui, parce que je pense qu'encore une fois, plus les syndicats seront représentatifs de la population française, plus on aura une amélioration du dialogue social dans notre pays. Le dialogue social est très mauvais dans notre pays, il faut le dire, il n'existe pas, il n'est pas performant. Or, il pourrait être performant. Il y a quand même toute une série d'autres pays dans lesquels le dialogue social se déroule. Les responsables du patronat font le job de discuter et d'arriver à des solutions avec les représentants des salariés. Mais encore faut-il, oui, que les représentants des salariés représentent tous les salariés. On a le niveau le plus bas représente surtout les idées du Front National. Vous souhaitez un syndicat lié au parti? Mais pourquoi pas? Est-ce que vous croyez honnêtement qu'il y a des Français qui croient aujourd'hui que la CGT n'est pas liée à la gauche? Bon, ça c'est une vaste fumisterie. Tout le monde sait que Sud est lié à l'extrême gauche, que la CGT, en tout cas la CGT... Ça nous promet des cortèges les du 1er mai dirigeants assez de la CGT, chauds. parce que les adhérents de la CGT, il y en a beaucoup qui sont au Front National, comme des adhérents de FO, de la CFDT et même de Sud, voyez-vous. C'est étonnant, mais c'est ainsi. Mais je Donc pense quand même qu'on a... grosse bagarre dans la rue en perspective. Là. Non, mais pourquoi dans la rue? Parce Non, que mais non, plus il y aura de syndicats, plus ils représenteront les travailleurs français, moins il y aura, à mon avis, justement, besoin d'actions de force du type de celle que l'on a pu voir. Et puis, il faut aussi qu'il y ait une transparence, madame, dans le fonctionnement des syndicats. Parce que le dernier endroit, quand même, où il y a une opacité totale, et notamment en matière financière, ce sont les syndicats. Et j'en veux pour preuve le rapport qui a été passé à la broyeuse sur l'opacité de fonctionnement et de financement des syndicats. On a le sentiment qu'il y a là un accord complet entre le gouvernement, les syndicats patronaux tels que le MEDEF et les syndicats principaux mais qui ne représentent plus grand monde, pour que surtout, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, hein, on ne dit rien et
continue comme cela. Eh bien, moi, je ferai une grande loi de transparence du financement des syndicats, parce que ce sont des centaines de millions d'euros dont on parle. Bien, alors on va continuer avec l'actualité de la semaine. Dominique de Villepin annonce sa candidature et ajoute, on l'a vu dans ces images, le ralliement ne fait pas partie de mon programme. Vous le croyez? Il ne se ralliera pas? J'émets des doutes sérieux. Je pense que M. de Villepin est engagé dans la défense de lui-même. Voilà, c'est le parti de la défense de Dominique de Villepin. Alors, soit il règle ses comptes avec Nicolas Sarkozy. Judiciaire, politique. Voilà, oui, soit il se venge de Nicolas Sarkozy, soit il est candidat pour négocier une place auprès de Nicolas Sarkozy. Dans les deux cas, je crois que la France n'a strictement rien à voir avec l'ambition qu'il vient de déclarer. Vous ne pensez pas qu'il a un rapport très fort à la politique? Il sait depuis toujours qu'il faut en faire et il a des idées et c'est ça qui le sert? Non, il a eu les idées de Jacques Chirac. Puis il a eu celle de Nicolas Sarkozy quand ils se sont réconciliés à la lanterne. Aujourd'hui, il a encore probablement celle de Nicolas Sarkozy. Il n'a jamais été élu. Si vraiment il avait cette passion de la politique, c'est quoi la politique si ce n'est le rapport justement avec le peuple? Or, il n'a jamais voulu aller le voir, ce peuple, lui parler, se présenter devant lui dans une élection. Donc vous pensez qu'il n'a rien à faire, que quelqu'un comme ça n'a rien à faire en politique? Non, mais tout le monde peut avoir des ambitions. Moi, je veux dire, je ne veux pas limiter les ambitions des uns ou des autres, mais encore une fois, je pense que cette ambition est personnelle. Je ne pense pas que ce soit une ambition ni pour le pays, ni pour le peuple. Alors parlons un peu des autres adversaires, voir s'ils ont des ambitions personnelles, politiques, etc. François Bayrou, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, il est persévérant. C'est au moins ça. Monsieur Bayrou est un homme assez contradictoire, qui a probablement une part de sincérité, on le sent dans sa démarche. Vous avez du mal un peu à envoyer des pics, parce que, comme vous, il dit qu'il n'est ni de gauche ni de droite, c'est ce que vous m'avez dit au début. Non, mais c'est normal, il est du centre. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, il est centriste. Et en même temps, de droite et de gauche. Mais vous n'êtes pas du centre. Si. Non, mais moi, je suis ni de droite ni de gauche. Lui, il est en même temps la droite et la gauche. Je veux dire, il est au centre de l'UMPS, en fait. C'est le centriste de l'UMPS. Hein. Il y a l'aile droite, il y a l'aile gauche, et puis il y a l'aile du centre. Mais M. Bayrou, il est un peu incohérent dans la démarche qui est la sienne. On l'a vu d'ailleurs quand il a parlé du produire français, du consommer français, parce que la réalité, c'est qu'il est un européiste convaincu. Il a beaucoup plaidé, M. Bayrou, pour la construction de l'Europe que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire une Europe qui s'est détournée des peuples, qui s'est construite contre les peuples. J'ai pas entendu M. Bayrou, moi, dans l'affaire du référendum de 2005, alors que la volonté du peuple français a été méprisée dans des conditions qui sont démocratiquement scandaleuses. Je ne l'ai pas entendu en appeler justement au respect de la vie du peuple français. En 8 jours, hein, il entre dans les sondages puisqu'il s'est déclaré comme candidat et pouf, il est presque aussi haut que vous, là, 13%. Oui, je crois pas. Il est à entre 11 et 12%. C'est la moyenne que font les candidats en général du centre. Voilà, c'est la moyenne historique, si vous voulez. Pas M. Morin. C'est l'étiage historique du centre, parce que je crois que M. Bayrou, effectivement, est plus représentatif du centre que ne l'est M. Morin. Mais M. Bayrou, il prend des voix à M. Hollande et à M. Sarkozy. Tiens, alors lui, justement, M. Hollande, c'est lui qui est désigné par la primaire socialiste. Ça vous plaît que ce soit lui plutôt que quelqu'un d'autre? Ça satisfait vos propres intérêts? Plus, moins? Écoutez, M. Hollande, il faudrait qu'il rentre en campagne quand même, un jour ou l'autre, parce qu'on ne l'entend pas beaucoup. Je n'ai entendu quasiment aucun avis de M. Hollande sur la situation actuelle. Aucun. Il n'a rien d'autre à dire que ce que dit aussi Nicolas Sarkozy. Voilà, il faut sauver le triple A, il faut encore plus d'Europe, il faut le fédéralisme absolu, il faut... donc on ne comprend pas bien. Donc si vous voulez, moi j'en ai conclu qu'en fait il y avait une primaire mondialiste. Il y a une primaire entre Nicolas Sarkozy et François Hollande pour savoir quel sera le candidat mondialiste qui prendra le pas sur l'autre. Mais moi je ne suis pas dans cette démarche-là. Je suis dans une démarche radicalement différente. Mon projet économique est radicalement différent du leur. Mélenchon ? Monsieur Mélenchon, il essaie de faire oublier désespérément qu'il a passé 31 ans au Parti Socialiste. Il ne comprend pas pourquoi les ouvriers ne lui font pas confiance. Je vais lui dire. Parce que comme dirigeant du Parti Socialiste pendant 31 ans, eh bien, il porte la responsabilité de la trahison immense de la gauche à l'égard des classes populaires.
Et par conséquent, il peut aujourd'hui essayer de se draper du drapeau de la révolution nécessaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a eu une carrière politique qui a été dans le conformisme total avec la pensée unique qu'il dit vouloir combattre aujourd'hui. Alors dis-moi un peu ce que tu as fait et je te dirai qui tu es quand même. Je pense qu'il faut que les Français jugent aussi sur les actes, pas uniquement sur les paroles. Dernière question sur la gauche. On a beaucoup parlé des négociations avec les Verts. Eva Joly, tiens, voilà quelqu'un qui ne vient pas directement de la politique. Et au passage, j'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous pensez du nucléaire. On vous entend peu sur ces sujets. C'est-à-dire, on m'interroge peu et je le regrette d'ailleurs. Madame... C'est fait. Oui, c'est gentil. Moi, je pense, si vous voulez, que depuis longtemps, nous le disons d'ailleurs, le nucléaire est une énergie dangereuse. Je pense que c'est une absurdité de le nier. Et comme c'est une énergie dangereuse, il faut avoir comme espérance dans l'avenir de pouvoir s'en passer. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de nous en passer. La recherche, qui probablement manque de moyens, n'a pas réussi aujourd'hui à trouver une énergie de substitution à l'énergie nucléaire, parce qu'il y a aussi deux intérêts majeurs auxquels il faut penser lorsqu'on parle d'énergie, c'est le coût de l'énergie et c'est l'indépendance énergétique de la France. Et à ces deux éléments-là, je suis extrêmement attachée. Si demain on abandonne le nucléaire, eh bien les prix vont absolument s'envoler. Et d'ailleurs, c'est le cas, puisqu'on voit bien que les prix de l'électricité, à cause des choix allemands, sont aussi en train d'augmenter. Donc vous êtes pour et contre, quoi? Non, non, je suis pour aujourd'hui, tant que nous n'avons pas d'énergie de substitution. Mais je suis pour aussi une grande politique d'investissement dans la recherche. Moi, je crois beaucoup, par exemple, à l'hydrogène, qui m'apparaît être une énergie d'avenir, que pour l'instant, on n'arrive pas à stocker, etc. Mais l'électricité non plus, on n'arrivait pas à la stocker avant de trouver comment on pouvait faire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est irresponsable de dire aux Français ou de laisser croire aux Français qu'on peut se passer de l'énergie nucléaire. Donc là, c'était pour Eva Joly, là, le irresponsable? Oui, oui. Bon, elle est irresponsable, pas que dans ce domaine. Enfin, je veux dire, Madame Eva Joly fait de la politique sur des coups de tête. Elle lance des déclarations tonitruantes, en règle générale d'ailleurs, en vomissant systématiquement tout ce qui est français, tout ce qui est symbole de la France. Elle veut la suppression du 14 juillet. Elle trouve que le Made in France, c'est xénophobe. Bon, voilà. Bon, les derniers personnages politiques, mais qui n'est plus en fonction aujourd'hui, dont on va parler, Jacques Chirac, il vient d'être condamné pour 2 ans avec sursis pour l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. C'est lourd, pas lourd, pas assez lourd, trop lourd? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais ça n'a pas tellement d'importance. Jacques Chirac, aujourd'hui, est un homme qui est diminué. On imagine bien que ça n'aurait probablement pas eu de sens de le condamner à de la prison ferme. Bon, il n'en demeure pas moins que les faits qui lui ont été reprochés, pour lesquels il a été condamné, sont des faits très graves. On peut regretter que ça ait mis 15 ans tout de même. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait changer le statut du chef de l'État pour qu'on puisse le juger en fonction? Non, ça n'a rien à voir. Ça veut dire, je ne crois pas qu'il faille changer le statut. Je veux dire pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on tombe dans le gouvernement des juges. Bon, donc il faut bien attendre la fin du mandat pour le juger. Permettez-moi pour expliquer. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit un juge qui puisse, pour des raisons politiques, priver le peuple français du représentant qu'il s'est choisi. En revanche, pourquoi une telle longueur? Mais parce qu'il a bien fallu attendre qu'il ait fini de gouverner. Mais non, oui d'accord, mais ça fait 5 ans qu'il a terminé de gouverner. Pourquoi? S'il a fallu encore 5 ans avant de juger Jacques Chirac pour des faits qui eux-mêmes avaient déjà 15 ans. Bon, donc il faut que la justice aille beaucoup plus vite dans ces domaines et j'espère d'ailleurs qu'elle ira beaucoup plus vite dans l'affaire du Pas-de-Calais, puisque comme vous le savez, j'ai dénoncé de manière très ferme et je lutte depuis de nombreuses années avec Steve Briouat contre la corruption généralisée qui touche le département du Pas-de-Calais et probablement aussi le département du Nord et qui est peut-être la pire des corruptions puisqu'elle touche les populations pauvres et qu'elle est le fait de ces élus qui devraient protéger la population et qui en réalité profitent de leur position, de leur mandat pour voler des populations qui sont de plus en plus précarisées. Je crois qu'il n'y a rien de plus indigne probablement que cela. Alors un mot de politique étrangère, vous aspirez à la fonction de chef d'État, donc c'est quand même, il faut vous entendre là-dessus. Les Américains se retirent d'Irak.
Vous vous en réjouissez? Ah oui, je m'en réjouis, puisque nous étions, et je suis contre cette guerre en Irak, et la première et la deuxième. Et la guerre en Libye? Pourquoi? Attendez, permettez-moi juste Irak, après je vous réponds sur la Libye. Pourquoi nous étions contre cette guerre en Irak? Pour les raisons pour lesquelles les Américains s'en retirent aujourd'hui, sans aucun résultat. Non, ça, votre il y a eu... Villepin aussi était d'accord après. Non mais attendez, il y a eu des millions de morts civiles. Il y a eu des millions d'enfants qui sont morts à cause du blocus qu'on a imposé à l'Irak, blocus de médicaments. On a laissé une population civile mourir de faim. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en Irak, non seulement rien n'est réglé, mais tout est probablement même pire qu'avant. Les minorités religieuses ont fui l'Irak. Des centaines de milliers de personnes sont parties se réfugier dans d'autres pays parce qu'elles étaient persécutées en Irak. Donc le constat de la guerre en Irak est dramatiquement mauvais. Est-ce que vous en déduisez que l'intervention armée, en général, pour destituer les dictateurs, disons-le clairement, il ne faut plus faire ça? Oui, je crois que nous devons arrêter l'ingérence dans les pays comme nous le faisons. On l'a vu d'ailleurs. Donc la Libye, par exemple, vous condamnez la manière dont s'est fait cette guerre? Regardez la Libye. On est arrivé, ça nous a coûté des fortunes, parce qu'il faut quand même que les Français sachent que ce sont des centaines de millions d'euros qu'a coûté l'intervention en Libye. Pourquoi? Pour que le CNT, le Conseil de transition libyen, annonce dès le jour où nous les avons mis au pouvoir qu'ils mettaient en place la charia. Alors nous devions importer là-bas la démocratie et on se retrouve avec la charia, tout ça pour ça. Avec une guerre civile dont on voit bien qu'elle va continuer, avec le silence coupable des belles âmes telles que Bernard-Henri Lévy, qui, chemise au vent, va devant toutes les caméras pour dire que c'est lui qui a libéré la Libye. Mais on n'entend pas M. Bernard-Henri Lévy sur les massacres qui sont en train de se dérouler aujourd'hui en Libye. Des massacres en Libye? Oui, maintenant, des massacres en Libye, bien sûr. Des massacres de toute la partie de la population qui appartenait à la tribu de M. Kadhafi, puisqu'il s'agit en réalité d'une guerre tribale. Et il s'agit d'une guerre tribale depuis le début. Bon, donc, et les massacres en Syrie, qu'est-ce qu'il faut faire? 5000 morts. Le rapport de Human Rights Watch cette semaine. Madame, je ne suis pas insensible aux morts civiles de la Syrie. Et j'appelle, parce que je crois que c'est de la responsabilité de tous les politiques, M. Bachar al-Assad, à arrêter cette situation et à entrer en voie de négociation. On espère qu'il va vous écouter. Mais madame, je ne sais pas s'il va m'écouter. Ce que je sais, c'est qu'encore une fois, je ne crois pas du tout que ce soit à la pointe des missiles de l'OTAN que l'on puisse obtenir une amélioration de la situation en Syrie, puisqu'on ne l'a pas obtenu en Libye. Regardons également ce qui est en train de se passer en Égypte, regardons ce qui est en train de se passer en Tunisie. Écoutons ces femmes tunisiennes qui nous appellent déjà au secours et nous expriment leur crainte de voir leur statut régresser, reculer sous la foi de groupements politico-religieux, salafistes dans certains pays, fondamentalistes dans d'autres, qui ne supportent pas le processus démocratique et qui n'accepteront jamais qu'une loi autre que la loi religieuse s'applique dans leur pays. Alors la géopolitique, manifestement, vous intéresse de plus en plus. Vous avez envoyé le numéro 2 du Front National, Louis Alliot, en Israël. Pourquoi ? Je l'ai envoyé en Israël parce qu'il y a été invité par les Français qui vivent en Israël, par la communauté française qui vit en Israël. Et par conséquent, je pensais qu'il était de bonne politique de lui demander d'abord d'aller les rencontrer et puis de pouvoir discuter avec l'ensemble de ceux qui avaient envie d'échanger avec lui sur le projet présidentiel que il est rentré, je défends. Il a déclaré que... J'ai envoyé aussi Valérand de Saint-Just en Croatie, vous voyez, mon mais concernant Israël, il y a un vice-président. petit enjeu supplémentaire pour le FN, c'est qu'en rentrant, il a déclaré, Louis Alliot, que vous n'êtes non pas plus antisémite, mais que vous n'êtes pas antisémite au Front National, vous ne l'avez jamais été. Oui, mais il a raison. Il a raison. Il a raison de le dire, de le redire et de le re-redire, puisqu'on voit bien que cette accusation d'antisémitisme est utilisée depuis des années contre le Front National pour tenter de le discréditer. Il n'y a pas que celui-là, d'ailleurs. Il y a aussi l'accusation de racisme. Tout cela est fait pour donner de nous une image qui soit une image repoussante. Par conséquent, à chaque fois qu'on a la possibilité de dire, et merci de m'autoriser à le dire encore aujourd'hui, que le Front National n'est
pas un parti raciste, il n'est pas un parti antisémite, il ne fonde pas sa politique ni sur l'origine des gens, ni sur la couleur de leur peau, ni sur leur religion. Nous sommes obligés, nous le disons. Parce que vous voulez dire des choses haut et fort. Dieudonné, c'est pas votre cam pour parler comme les banlieues. Non, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est depuis le début. Redire, juste parce que c'est pas clair pour plein de gens. Ah bah si, moi je l'ai dit très clairement. Alors, moi je n'ai jamais rencontré. C'est l'ami de votre père, mais en réalité, ça n'est plus du tout le vôtre. Mais c'est pas plus du tout. Ça n'a jamais été. Moi, je n'ai jamais voulu rencontrer Monsieur Dieudonné. Je suis imperméable totalement aux provocations politiques qui sont les siennes. Voilà, je n'ai jamais varié sur ce sujet, donc ça ne l'étonnera pas d'ailleurs. Il le sait bien. C'est un sujet de fâcherie avec votre père? Non, absolument pas. On peut être en désaccord sans obligatoirement se fâcher, même si on est des Gaulois, quand même. Alors, je vous propose qu'on parle un peu d'immigration, puisqu'on a parlé aussi de lieux où l'islamisme, pour ce qui est notamment de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, risque peut-être de créer un flux migratoire vers la France. Alors en finir avec l'immigration clandestine en rétablissant un contrôle aux frontières minutieux et redoutable, c'est ce que vous voulez, en expulsant aussi ceux qui sont là sans papier, presque en finir aussi, si je vous ai bien lu, avec l'immigration légale, que vous voulez réduire de 95%, c'est votre programme Marine Le Pen. Dans ce domaine, donc, l'immigration qui, depuis 40 ans, offre son étendard au Front National. Il y a donc des scènes de la vie ordinaire qui n'existeront plus si vous êtes au pouvoir, les files d'attente devant les préfectures, car beaucoup d'étrangers ne demandent qu'à être là en toute légalité, vous le savez, et ils souhaitent des papiers, un statut. Tout ce qu'on vient de voir dans ce reportage, si vous êtes au pouvoir, ça n'existera plus. C'est ça? Non, ça n'existera plus. Ça n'existera plus parce que, si vous voulez, d'ailleurs, je trouve ça assez indigne, je ne vous cache pas. Je trouve indigne de la part de nos responsables politiques de faire croire à des centaines de milliers de personnes qu'on a encore quelque chose à leur offrir. Moi, je leur dis clairement, et je crois que je suis cohérente, et en même temps, je les respecte en leur disant ça, nous n'avons plus rien à vous offrir. Nous avons 5 millions de chômeurs dans notre pays, 8 millions de pauvres. Nous sommes en déficit de logement social, puisque 1 200 000 ménages attendent un logement social. Nous n'avons plus rien à vous offrir. Nous sommes ruinés. Nous avons des déficits massifs. Notre système de protection sociale est en train de s'effondrer. Notre système d'assurance maladie est en train de s'effondrer. Et donc, je leur dirais clairement, ne venez pas, parce qu'avec moi, je donnerai priorité aux Français. Je ne régulariserai plus les clandestins. Si vous venez de manière clandestine, vous n'obtiendrez jamais de papier. Parce que tout ça, c'est un appel d'air permanent, vous comprenez. C'est une sorte d'incitation, en réalité, à leur faire tenter leur chance. Alors même que 1 sur 10, peut-être, y arriveront. Les autres s'entassent dans les cul-de-sac des banlieues. Je suppose que si vous êtes au pouvoir, on ira les chercher, on les expulsera sur le champ, c'est ça? Mais on n'a même pas besoin, madame. En fait, on n'a même pas besoin, parce qu'à partir du moment où on leur aura dit la vérité, on leur aura dit, mais madame... Voilà, monsieur, madame, nous ne pouvons plus vous offrir quoi que ce soit, nous ne pouvons plus scolariser vos enfants, nous ne pouvons plus prendre en charge l'hôpital, les médecins, parce que nous n'en avons plus les moyens. Eh bien, par un effet naturel, vous croyez? Mais j'en suis persuadée. On dit beaucoup qu'ils partent aussi en raison de la situation de leur pays d'origine. Mais bien sûr, ils partent. Mais comme la France va finir par être dans une situation économique pire que leur pays d'origine, eh bien, je pense qu'ils iront dans d'autres pays. D'ailleurs, pourquoi ils viennent tous en France? Parce que la France est le système le plus laxiste et le plus généreux de toute l'Europe. Ils viennent ailleurs aussi, ils vont ailleurs aussi. Oui, ils vont aussi ailleurs, mais enfin, je veux dire, vous comprenez bien que c'est par une politique dissuasive qu'on va réussir à régler le problème et pas uniquement par une politique de charter. Ce sera vidé, oui, alors ce sera vidé la mer avec une petite cuillère, je veux dire. Le droit d'asile, qui fait quand même partie, qui est évoqué dans le préambule de notre Constitution, qui a été confirmé par le Conseil constitutionnel comme une grande valeur. Qu'est-ce que vous allez en faire? Mais bien sûr, mais il faut, encore une fois, que le droit d'asile soit entendu de manière stricte. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il est entendu de manière extrêmement large. Écoutez, il y a 60 000 personnes qui ont candidaté l'année dernière. Il y en a 8 000 qui ont été acceptées. C'est pas vraiment laxiste. Si, c'est quand même très important. Hein. 8 000 sur 60 000. Oui, parce que dans les 60 000, madame, il y a beaucoup qui n'ont strictement rien à voir avec le droit d'asile. Ce sont en réalité des réfugiés économiques. Or, quand Nicolas Sarkozy nous explique qu'il va accueillir toutes les femmes qui ont été victimes de violences dans le monde,
mais ce sont des dizaines de millions de femmes qui pourraient venir demander le droit d'asile en disant j'ai été battue, excisée, etc. C'est un véritable drame, mais pouvons-nous accueillir toute la misère du monde? Non, mais de là... Pouvons-nous accueillir toutes les victimes du monde? Nous ne pouvons plus le faire. Donc, bien sûr... qu'à votre place, la semaine dernière, oui. Claude Guéant vous a entendu dire qu'il faut réduire de 95% l'immigration légale, qui est de 200 000 cette année. Donc ça fera plus que 10 000. Et il a dit ça n'a aucun sens. Mais pourquoi? Parce que, par exemple, il y a le regroupement familial, il y a un minimum non, madame, de droits, parce que moi, je veux arrêter le regroupement familial. Oui, mais il se trouve qu'on a une convention européenne des droits de l'homme qu'on a signée, une constitution dans laquelle il y a le droit, etc. Non, madame. Il y a toute une série de traités européens qui, effectivement, nous ont désarmés dans la liberté que nous avons de décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. Retrouver nos frontières, c'est aussi retrouver le droit de décider pour le peuple français. Mais écoutez, ce jeune étudiant, bac plus 12, qui n'a pas d'équivalent en France, nous acceptons de le recevoir. Un tel, nous n'acceptons pas de le recevoir. Les criminels, nous n'acceptons pas de les recevoir et nous les renvoyons chez eux. Et pas de regroupement familial du tout. Mais madame, le regroupement familial vise à faire venir des familles entières pour rejoindre des travailleurs. Il n'y a plus de travail. Il n'y en a plus. Et ce travail, je vais le réserver en priorité, encore une fois, aux Français. Ceux qui sont là et qui travaillent en situation légale, je ne leur demanderai pas de partir, madame. Je ne leur demanderai pas de partir. Mais si, effectivement, ils sont au chômage et qu'il s'avère qu'au bout de 6 mois ou 1 an, ils n'ont pas retrouvé d'emploi, à ce moment-là, de manière très digne, je leur dirai, écoutez, monsieur, madame, il faut repartir parce que vous n'avez pas d'emploi et nous ne pouvons pas, nous, communauté nationale, prendre en charge votre présence sur le territoire. Nous n'en avons plus les moyens. Et par exemple, voilà, je crois que c'est la grande phrase. Assem, dans ce reportage, Areva veut l'embaucher. Il a besoin d'un statut pour passer du statut de chercheur, scientifique ou étudiant, je ne sais plus exactement, au statut de salarié. Ça ne sera plus un cas de figure qui existera si vous êtes au pouvoir. Mais si, madame, mais à compétence égale, il n'y a pas un autre ingénieur français qu'Areva peut engager? Il se trouve qu'Areva veut l'embaucher, lui. Oui. Mais, d'accord, mais moi, quand je serai au pouvoir, je mettrai en place la priorité nationale. La priorité nationale... Donc la loi passera sur le désir d'une entreprise privée. Comme au Maroc, si vous voulez, comme en Suisse. C'est-à-dire qu'à compétence égale, je demanderai aux entreprises d'embaucher d'abord un Français et de me dire qu'il n'y a pas de Français qui correspond au profil qu'ils recherchent. Et à ce moment-là, effectivement, il pourra embaucher un étranger. Encore une fois, ce n'est pas une loi de xénophobie ou d'hostilité à l'égard des étrangers. C'est une loi de patriotisme économique. Or, je crois qu'il y a beaucoup d'ingénieurs en France. Moi, je rencontre beaucoup d'étudiants qui ont bac plus 12, bac plus 13, bac plus 10 et qui me disent « Mais Madame Le Pen, on ne trouve pas d'emploi. » Alors, moi, je soupçonne un certain nombre de grandes entreprises d'aller chercher, effectivement, des diplômés étrangers parce qu'ils savent pertinemment que les diplômés étrangers, ils sont beaucoup moins gourmands en termes de salaire et qu'on peut leur proposer des salaires beaucoup plus bas que les ingénieurs français. Et ça, c'est dans tous les domaines. Qu'est-ce qui se passe du coup? Ça pèse à la baisse sur les salaires des Français et de fait, eh bien, les grandes entreprises ont tous les profits possibles, ils ont des salariés à bas coût et en même temps, ils savent que le reste de la société prend en charge leur logement, leurs soins, leur sécurité, etc., etc. Ça ne peut pas durer comme ça. Et les étrangers qui souhaitent devenir français, est-ce que ce sera possible si vous êtes au pouvoir? Oui, ce sera possible. La naturalisation reste une possibilité inscrite dans la loi, mais pas la naturalisation automatique. Je pense qu'il faut supprimer tout élément d'automaticité d'accession à la nationalité française. On appelle le double droit du sol. C'est-à-dire que la nationalité française... Naissance en France d'un parent français. Ou elle se mérite, mais dans tous les cas, elle se respecte d'abord et il faut qu'elle soit demandée, sollicitée et elle peut ne pas être accordée. Je pense que l'État français, le peuple français a là encore le droit de poser des conditions dans l'accession, dans la nationalité qu'elle accorde, dans l'adoption qu'elle prononce. Bon. Et une de ces conditions, c'est évidemment qu'il n'y ait pas eu de délit ou de crime qui ait été commis. Parce que ça me semble normal que lorsqu'on demande l'adoption, eh bien, on ait un comportement à l'égard du pays qui vous accueille ou qui vous a accueilli sur son territoire qui soit évidemment irréprochable. Et est-ce que vous procéderez à des dénaturalisations, des gens qui vont perdre leur nationalité française? Très clairement,
Je pense qu'au moment de l'acquisition de la nationalité, il faut une sorte de nationalité à point pendant une durée de 10 années. C'est-à-dire que pendant 10 ans, on peut perdre la nationalité française si on a commis soit des délits graves en récidive, soit un crime, parce que dans ces conditions-là, on a violé de la manière, je crois, la plus grave, la loi de l'hospitalité, justement, qu'a accordé le peuple français. L'atteinte à la loi, est-ce qu'il y a d'autres critères qui pourraient faire perdre des points? Oui, il y a d'autres critères. Le fait de ne pas vouloir se soumettre aux valeurs, aux principes de vie, aux grandes valeurs françaises, comme la laïcité, comme l'égalité homme-femme, comme la liberté individuelle, comme le fait de... Est-ce qu'on pourra rattraper ces points-là, comme pour le permis de conduire? Non. Non, on ne les rattrapera pas. En l'occurrence, je crois que pour les cas... Donc si on met un voile sur la tête, c'est mort, quoi. On perd tous ces points d'un coup. Non, mais c'est pas le problème. Non, mais je vous demande. Non, mais c'est pas le problème, parce que on vous envoyait un côté anecdotique. Je pense que vous savez, ceux qui sont devenus français, ils comprennent très bien ce que je veux dire. Moi, je reçois énormément de témoignages de gens qui sont devenus français et qui tiennent à la France au-dessus de tout. Et qui tiennent à la France telle qu'elle est, à la France. Pas à quelque chose d'autre. On pourra pratiquer n'importe quel culte? N'importe quel culte. Moi, je suis pour la liberté totale d'exercice du culte. Mais pas dans la rue, par exemple. Dans le respect des lois de la République française, c'est-à-dire dans le respect de la loi de 1905. Et tous ceux qui sont devenus français, ils me disent, mais madame, nous, on est devenus français. On s'est soumis à l'ensemble de ces règles, de ces valeurs, de ces mœurs, de ces codes, de ces rites. Pourquoi ceux qui arrivent ne le font pas comme nous l'avons fait? Et ils sont les plus durs dans leur jugement à l'égard de ceux qui ne respectent pas le pays dont ils réclament la nationalité ou dont ils réclament des papiers. Et c'est tout à fait naturel. Nous devons être exigeants. Nous sommes un grand peuple et une grande culture. Nous devons être exigeants avec les autres. Et tout ça, ça va... Puisque vous faites, vous, le lien très nettement et sans problème entre insécurité et immigration, oui. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous venez de proposer, ça va régler la question des banlieues où il y a des problèmes d'insécurité? Oui. Je pense que ça va régler le problème des banlieues. D'abord parce que je vais y faire appliquer la loi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, toute une série de quartiers sont des zones de non-droit. Elles sont près de 1000 zones de non-droit aujourd'hui, où les policiers ne rentrent pas, les gendarmes ne rentrent pas, etc., etc. Donc je vais appliquer la loi. Je vais construire des places de prison. Parce que condamner des gens quand il n'y a pas de place de prison... Objectivement, c'est pas très efficace. C'est comme ça qu'on se retrouve avec 80 000 peines de prison qui ne sont pas appliquées aujourd'hui. Bon, donc 40 000 places de prison, ça nous amènera au niveau de la moyenne européenne, si vous voulez, par rapport au nombre d'habitants. Et c'est nécessaire, on est en déficit de places de prison. Du coup, nos prisonniers, honnêtement, vivent dans certains cas comme des animaux, ce que je trouve être un scandale. Voilà, je vous le dis tout de même. Bon. Mais je pense qu'au-delà de la répression qui est nécessaire, l'autorité, le retour de l'autorité est nécessaire. Mais parallèlement dans la banlieue... Et le chômage, qu'est-ce que vous allez faire? Alors attendez, parce que c'est quand même un problème des banlieues. Parallèlement dans la banlieue, il faut redonner un contenu à la nationalité française. Une grande part des problèmes sont des problèmes qui sont liés à des jeunes issus de l'immigration qui ne savent pas où est leur place. D'abord parce qu'ils ont la double nationalité, qu'ils sont moitié français, moitié autre chose, qu'ils ne savent pas bien où est leur place, qu'ils ont parfois été élevés par la classe politique d'ailleurs dans la haine de la France, dans une sorte de revanche à l'égard de la France. Il faut donc leur expliquer que la nationalité française aura à nouveau un contenu, que ça nécessite une certaine rectitude de comportement, mais que le bénéfice va être immense puisqu'ils auront eux aussi, puisqu'ils sont français, droit à la priorité d'accès à l'emploi, aux logements sociaux, etc. Quant au problème du chômage, madame, c'est tout le problème du modèle économique qui a été choisi. C'est bon, ça en va être. Si vous faites une réponse globale. Mais je veux dire, par le retour de la loi, ce que vous dites, vous pensez déjà régler l'essentiel des problèmes des banlieues françaises? Oui, je pense que par le retour de l'autorité, en donnant les ordres à la police, en les réarmant moralement, parce qu'ils sont désarmés moralement, on peut très facilement régler une grande partie du problème de la criminalité. Il y a, je vous le dis aujourd'hui... Ça veut dire quoi, réarmer moralement, en fait, concrètement? Réarmer moralement, ça veut dire qu'aujourd'hui, les policiers, ils n'osent même pas se servir de leur arme, même quand ils sont menacés par des kalachnikovs, parce qu'ils n'ont qu'une trouille, les policiers. Ce n'est pas des voyous qui sont en face d'eux, c'est de leur hiérarchie.
Voilà de qui ils ont peur. Ils ont peur de la bavure aussi, avec les effets politiques que ça peut produire, non? Évidemment, on les terrorise avec la bavure au point qu'ils sont impuissants. Ils ont tellement peur qu'il y ait la moindre bavure qu'ils ne font plus rien. Et ils se laissent souvent assassiner plutôt que de se défendre de peur que la hiérarchie vienne les sanctionner. Oui, souvent, oui, madame, souvent. Et dernièrement encore, cette jeune femme qui s'est fait assassiner avec un sabre. Eh bien, le fou qui l'a tué avec le sabre, il avait déjà blessé 2 personnes avant elle. Mais personne n'a osé intervenir. Et je fais ici le procès du désarmement moral de la police, dont sont responsables exclusivement les responsables politiques, ceux qui nous dirigent. Bon, il y a 5000 chefs de délinquance hein, dans notre pays. Si vous attrapez ces 5000 personnes, qui sont essentiellement dans 26 départements, vous faites baisser probablement immédiatement de 40% la délinquance. Voilà. Vous pensez que personne n'essaye de faire ça en ce moment, madame, de choper les 5000? Non, parce qu'aujourd'hui, il faudrait redonner la parole aux criminologues dans notre pays. Il faut arrêter les psychiatres. Il faut arrêter cette théorie folle de l'excuse permanente du délinquant et du criminel, le pauvre, la société, le chômage, la pauvreté, le mal-être, le ceci. Parce que tout ça, ça pousse en réalité au passage à l'acte. Voilà. Cette culture de l'excuse, elle pousse au passage à l'acte. Or, aujourd'hui, plus de criminologues, moins de psychologues. Et cela dit, vous employez un vocabulaire psy. Oui, mais c'est eux qui l'utilisent en permanence. C'est le fondement de la politique judiciaire dans notre pays depuis des années, le pauvre. On se retrouve avec des gens dont on refuse d'admettre que ce sont des criminels, voilà, et dont certains des bêtes sauvages. Ils récidivent 1 fois, 2 fois, 40 fois, 50 fois, sans que personne n'intervienne. On a fait quelques lois quand même contre la récidive. Oh, ça, on en a fait. Mais le problème, c'est pas les lois, c'est l'application. Le problème, ce n'est pas les lois, ce sont les hommes. C'est ça que je cherche à dire en permanence. Vous pourrez faire toutes les lois que vous voulez. S'il n'y a pas de volonté politique de s'attaquer non pas à la délinquance, qui est une statistique, mais aux délinquants, aux criminels, c'est à eux qu'il faut s'attaquer précisément. Il faut leur faire quoi si ce n'est pas des peines encadrées par des lois? J'ai pas dit vous voulez leur faire. J'ai pas dit ça, madame. J'ai dit qu'il faut les attraper d'abord. Il faut que s'ils sont en situation de... Il faut aggraver les peines. Il faut que lorsqu'on condamne à la perpétuité, ce soit la perpétuité. Tout ça, c'est des lois. Total. Jamais on ne sort. Ah, au fait, vous Mais avez là, on tranché sort tout le temps, à chaque fois. Au fait, j'ai lu votre programme. Vous dites, je soumettrai un référendum, soit la peine de mort, soit la perpétuité réelle. Oui. Quel est votre choix? Moi, personnellement, la peine de mort. Moi, personnellement, moi, citoyenne, dans le grand référendum que j'organiserai, je voterai pour la peine de mort. Mais, encore une fois, je conçois que l'on ait une réticence à l'égard de la peine de mort. Ce que je veux, moi, surtout, c'est protéger la société de ces criminels. Or, il faut donc les mettre hors d'état de nuire, et ça n'est pas le cas aujourd'hui, madame. Des gens qui sont condamnés à la perpétuité avec des peines de sûreté, eh bien, les parents de ceux qu'ils ont assassinés ont toutes les chances de les croiser à nouveau dans la rue. Cette situation n'est plus supportable. Alors, on va parler d'économie un peu, de politique économique générale. Vous, d'ailleurs, vous en parlez depuis plusieurs années de cette histoire du Made in France. À présent, ils sont nombreux dans la classe politique à se disputer l'idée il faut acheter français. Est-ce pour renforcer notre économie ou bien carrément dans la perspective de sortir de l'Europe et de fermer nos frontières? Et surtout, avons-nous les moyens de produire chez nous à des coûts raisonnables et de rapatrier notamment nos filiales délocalisées? Certains n'ont pas attendu ce label France Origine Garantie qui a été créé au printemps et que peuvent désormais arborer tout un tas de produits fabriqués à 50% au moins en France. Il y a des entrepreneurs militants qui sont partis bien plus tôt et qui visent souvent plus que 50% de fabrication française. Alors c'est une belle initiative, je pense que vous allez la saluer, que celle de cette association d'entrepreneurs qui existe formellement depuis 2008. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah bah, je trouve ça extraordinaire. Ils ont compris avant tous les autres. C'est évidemment ça que moi je défends depuis des années. Encore une fois, rejointe aujourd'hui par toute une série de responsables politiques à quelques mois d'élection. Mais c'est applicable à tous les secteurs, vous pensez? Je pense à peu près à tous les secteurs, oui, bien sûr. Mais il faut un plan de réindustrialisation de la France. C'est un plan stratégique, si vous voulez. Et c'est là qu'est nécessaire l'État stratège. L'État stratège, il va prendre contact justement avec les industriels, avec les groupes, pour précisément planifier la réindustrialisation de notre pays. Et cette planification, elle va se faire
avec aussi la mise en place du protectionnisme intelligent pour lequel je plaide. C'est-à-dire qu'on ne va pas brutalement, vous comprenez, dire, ben voilà, on va taxer, par exemple, des chaussettes qui rentrent en France. Il n'y a plus de chaussettes quasiment qui sont fabriquées en France. On va progressivement réindustrialiser, justement, fabriquer des chaussettes françaises et progressivement on montera les droits de douane sur les produits importés. C'est vital de réindustrialiser notre pays. Plus cher que ce que les Français, d'après un sondage qui a été demandé d'ailleurs par cette association, disent qu'ils accepteraient de payer, c'est-à-dire 10% plus cher. Mais cette affaire-là risque de coûter 30%, 40% plus cher. Non, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Bah, écoutez, c'est simple. Est-ce que les Français ont vu baisser massivement, véritablement, le prix du textile? Au début, oui. Au début, où on a ouvert les portes à la Chine. Au début. Et puis après, on a vu que progressivement, à partir du moment où la Chine s'est retrouvée en situation de monopole dans l'industrie, dans les importations textiles en France, eh bien, les prix ont remonté. Et aujourd'hui, ces prix-là permettraient de produire en France. D'autant que ce que les Français ne savent pas, c'est qu'au prix du t-shirt chinois qu'ils achètent dans la grande distribution, d'abord, il y a la marge de la grande distribution, et permettez-moi de vous dire qu'elle n'est pas minime. Bon. Mais il y a aussi le coût du chômage qu'ils doivent rajouter. Parce qu'à force de désindustrialiser, eh bien, on augmente considérablement les chômeurs dans notre pays, et ça, c'est toute la communauté nationale qui paye le coût du chômage. Donc, croyez-moi que lorsqu'on fait les analyses, on s'aperçoit qu'en réalité, avec un protectionnisme intelligent, avec une grande loi que je vais mettre en place, achetons français, c'est-à-dire l'obligation pour l'État et les collectivités territoriales de s'adresser d'abord aux entreprises françaises. Et si on n'obéit pas, parce que toutes les lois doivent prévenir leurs sanctions, comment sanctionnerez-vous quelqu'un, une entreprise qui souhaite importer tout un tas de pièces de l'étranger? Attendez, je ne suis pas dans la sanction. Je suis pas dans la sanction. Ah ben une loi, il faut que vous puissiez la sanctionner. Je ne suis pas dans la sanction. Attendez, il y a deux choses. La loi Achetons français, c'est la loi qui va, c'est le Small Business Act. C'est la loi qui va obliger l'État français à prioritairement se fournir auprès des entreprises françaises. Toutes les fois où l'État a son mot à dire, il doit privilégier les entreprises françaises. Actuellement, je ne comprends pas ce que ça veut dire, son mot à dire. Je ne comprends pas très bien ce que veut dire la planification dans votre bouche. Je voudrais essayer de comprendre comment ça va marcher. Vous mélangez sur tous les deux. La planification, c'est l'utilisation des droits de douane. Qu'est-ce qu'on fait? On taxe un produit quand il rentre. Et on le taxe d'autant plus que notre secteur économique doit être défendu. C'est ce qu'ont fait les États-Unis avec le pneu chinois. Leur économie du pneu était en danger parce que beaucoup d'importations de pneus chinois à coût très bas, eh bien, ils taxent les pneus. Du coup, c'est pas intéressant d'importer des pneus chinois, c'est plus intéressant d'acheter des pneus américains. Voilà pour le protectionnisme intelligent. Pour la loi Achetons français, bah, écoutez, l'État, par exemple, il y a quelques mois, a fait fermer une entreprise dans le sud-ouest qui fabriquait les brodequins de l'armée, les chaussures de l'armée. Il l'a fait fermer parce qu'il est allé faire fabriquer les chaussures de l'armée en Tunisie. Bah, c'est exactement l'inverse de la grande loi Achetons français que je veux voir mettre en œuvre. La Poste doit acheter des scooters français, pas taïwanais. Les cantines scolaires doivent se fournir auprès de producteurs français, pas avec des produits d'importation. Ce sera interdit, l'importation? J'essaie de comprendre. Mais non, pour l'État et les collectivités territoriales, c'est une obligation. Mais pour les autres, ce ne sera pas les interdit. Entreprises privées, comment elles vont faire? Mais pas du tout, rien ne sera interdit. Mais ce ne sera plus intéressant. La délocalisation des entreprises n'aura plus d'intérêt pour les entreprises. Elles n'y gagneront plus de l'argent. Vous voyez bien qu'elles délocalisent pour pouvoir faire quoi? Avoir des salaires très bas et agrandir leurs marges parce qu'elles sont souvent sous la pression des actionnaires. C'est la financiarisation de l'économie. Là, elles n'auront plus d'intérêt financier à délocaliser puisque de toute façon, quand elles importeront leurs produits, le produit sera soit taxé, soit il sera soumis à un quota. Donc à la fin de votre système, on ne consommera que ce qui est français. Pas obligatoirement, madame, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas produire. On sera en vase clos, c'est-à-dire on produira, on consommera, c'est ça? Bien sûr que non. L'intérêt, c'est que, vous savez, avant qu'on ouvre totalement les frontières, on commerçait quand même. Hein, on cassait pas des pierres, on n'était pas bien en peau de bête. Bon, on était déjà assez moderne dans notre fonctionnement économique. Je vous signale que le déficit commercial, pour l'instant, n'est pas en notre faveur. Non, il est de plus depuis 60 l'euro, milliards. oui, c'est vrai, depuis l'euro. La balance commerciale, vous avez raison. On importe aujourd'hui quand même plus que nous exportons. Oui, madame, alors comment on va faire? Pourquoi? Parce que nous avons
effondrer les frontières économiques de la France. Parce que nous avons refusé de nous protéger dans la mondialisation. Moyennant quoi, vous avez raison, le constat est dramatique. Depuis l'euro, quasiment depuis l'euro, la balance commerciale est déficitaire. C'est-à-dire que nous importons beaucoup plus que ce que nous exportons. Et ça va se régler, ça, et avec le franc. c'est bien sûr cela si on que je veux changer. franc, ça va se régler. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'importations, mais ça veut dire que d'abord les importations ramèneront des recettes à l'État, ça c'est déjà une chose, numéro un, et numéro deux, comme la monnaie sera compétitive, la compétitivité sera revenue grâce à une monnaie que nous maîtriserons, eh bien nous exporterons beaucoup plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que vous allez renationaliser certains secteurs? Oui. Lesquels? D'abord, je pense qu'à terme, pour l'instant, nous n'en avons pas objectivement les moyens. Je pense qu'à terme, les transports doivent rester dans le giron de l'État. Le nucléaire doit rester dans le giron de l'État. Parce que moi, je m'aperçois que, en tout cas, j'ai une suspicion très lourde à l'égard des entreprises qui manient le nucléaire. J'ai toujours la peur, je crois responsable, que ces sociétés investissent moins dans la sécurité pour pouvoir faire plus de profit. Alors je crois que cette énergie est tellement dangereuse que l'État doit y conserver véritablement et totalement la main mise. C'est d'ailleurs ce que les Japonais ont payé très cher, hein, le transfert de nucléaire à des sociétés privées. Donc je suis contre la privatisation de ça. Et puis toutes les domaines qui sont stratégiques pour notre pays, je crois, doivent rester dans le giron de l'État. Et puis il y a quelque chose que je vais nationaliser, mais excusez-moi, c'est à cause de l'incompétence de ceux qui nous dirigent, hein, je vais être obligé de le faire, c'est les banques de dépôt. Après avoir séparé les banques de dépôt et les banques spéculatives... Toutes les banques de dépôt. Je nationaliserai à titre temporaire et partiel les banques de dépôt. Avec quel argent vous allez les racheter? Écoutez, je vais les acheter quand elles s'effondreront, madame. Par conséquent, elles ne me coûteront pas très cher, croyez-moi. Je pense que ce sera presque Je pense que si elles n'ont plus d'argent, on n'en aurait plus non plus à la tête de l'État. Si l'euro s'est effondré avant ou après cette nationalisation. D'accord, bon, mais juste pour parler un peu de dette quand même. Mon objectif, bien sûr, mais c'est de protéger les Français. En réalité, on s'aperçoit dans tout ce qui se passe que la politique qui est mise en œuvre non seulement ne protège pas les Français, mais les appauvrit. Les plans de renflouement des pays comme la Grèce, etc., les plans d'austérité qui sont imposés, c'est un drame. Donc vous allez faire un grand plan de relance, en fait, avec dépenses publiques? Et pourquoi pas, si elles sont bien utilisées, si elles sont dans l'investissement et pas dans le fonctionnement. Bon. Mais et la Banque centrale, donc, fera fonctionner la planche à billets? Je crois d'abord qu'il y a beaucoup d'économies à faire. Il y a des économies à faire. Ah, quand même, on va faire des économies. Oui, l'immigration déjà. Bon, l'immigration, c'est un coût considérable. La fraude, l'Union européenne, 7 milliards d'euros par an qui ne nous rendent jamais, hein, qu'ils gardent sur les 20 milliards qu'on leur donne, etc., etc. Oui, bien sûr, il y a des économies à faire. Moi, mon but, c'est de désendetter la France. Est-ce que vous allez augmenter les impôts? Non. Non seulement je ne vais pas les augmenter, mais je vais mieux les répartir. Parce qu'aujourd'hui, ils pèsent sur tous les moyens, tous ceux, ce qu'on appelle la France des oubliés, des invisibles, hein, ceux qui râlent jamais. Bon. Mais ceux qui ne sont pas assez amis avec le pouvoir pour pouvoir bénéficier de passe-droit ou de politiques qui les avantagent. C'est-à-dire toutes les PME, PMI, qui payent un maximum alors que les grands groupes ne payent rien. Et puis toutes les classes moyennes qui, au fur et à mesure, voient peser sur elles, dans une sorte de pyramide inversée, tout le poids Et les classes aisées, vous n'allez pas les ponctionner davantage? Si je vais, les ponctionner davantage, je vais en réalité faire une tranche supplémentaire, mais je vais simplifier l'impôt sur le revenu. Voilà, je pense que l'imposition en France est beaucoup trop compliquée. Elle crée une sorte d'insécurité juridique, d'ailleurs, une insécurité fiscale. Les Français ne savent plus où est-ce qu'ils doivent mettre leur argent, parce qu'un coup, on leur dit c'est défiscalisé. 3 mois plus tard, on dit pour finir, c'est fiscalisé. Vous ne payez pas d'impôts, si vous en payez, on vous fait une... Non, oui. Bon. Alors du coup, si vous voulez, les Français sont catastrophés et ils attendent de savoir où est-ce qu'on leur propose une sécurité pour l'investissement de l'argent. Moi, ce que je voudrais, il y a beaucoup d'épargne en France. Je voudrais que cette épargne, elle aille dans le fonctionnement des PME, PMI. Et je crois que, très objectivement, on a des leviers. L'impôt, c'est un levier, hein. C'est pas une fin en soi. Hein. Je sais qu'il y a des adorateurs de l'euro, il y a peut-être des adorateurs de l'impôt, mais en l'occurrence, c'est un levier, c'est un instrument économique. Eh bien, moi, je veux que cet instrument économique soit utilisé au développement des PME, PMI, à leur financement
parce qu'aujourd'hui, les PME-PMI sont en train de mourir du manque de financement. Quand même une dernière question. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes un peu la reine des invisibles. C'est vers eux que se tourne votre regard. Vous les estimez à combien, ces invisibles qui souffrent du système, qu'on entend trop peu, j'essaie de définir aussi, qu'on voit trop peu par définition? Combien? Je pense qu'ils sont majoritaires. Et c'est la raison pour laquelle, quand je vous dis que je pense que je peux être élue présidente de la République, ça n'est pas un fantasme de ma part, ça n'est pas une folie. Vous pensez sincèrement que vous serez en tête à la fin du deuxième tour de cette élection? Je pense que je peux être élue. Parce qu'encore une fois, je suis la voix de tous ceux à qui on a supprimé la voix. Je suis l'avocat de tous les Français dont le système politique se désintéresse complètement. Ils les ont oubliés parce qu'ils ne sont pas assez revendicateurs, pas assez visibles, parce qu'ils ont cette sorte de pudeur, très française d'ailleurs, de vivre dans la difficulté sans le dire, sans le clamer. Eh bien moi, je veux qu'ils le clament. Et la meilleure façon de le clamer, c'est d'aller voter. Merci Madame Le Pen d'avoir été notre invitée aujourd'hui pour ce dernier